Le prochain combat de Dustin Poirier sera-t-il la trilogie contre Justin Gaethje? Merab Dvalishvili est-il en train de perdre la guerre mentale face à O'Malley? Mario Bautista peut-il battre José Aldo? Et oui, nous sommes le mardi 13 août 2024, et comme à chaque émission, nous faisons le tour de l'actualité. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Merab Dvalishvili estime qu'il mérite de combattre pour le titre depuis sa victoire sur José Aldo. Je rappelle que depuis, il a battu Petroyan en étant blessé à la main, d'après ce qu'il a déclaré dans une interview, et Henry Cejudo. D'ailleurs, il a affirmé que l'UFC ne lui avait pas promis à l'époque de combat pour le titre en cas de victoire sur l'ancien double champion. Alors en vue de son combat face à Sean O'Malley, on a pu voir un face-off entre les deux avec la sphère en fond, et suite à ça, un échange un peu tendu, on lui a donc demandé ce qu'il s'était dit, et d'après lui, O'Malley l'aurait provoqué en lui disant Welcome to the big show, donc bienvenue dans le gros show, et aurait aussi fait une allusion au fait que si Merab était en main event, il pouvait le remercier. Et puis bon, c'est du Sean O'Malley dans le texte, hein. Je pense pas que Merab s'attendait vraiment à grand chose d'autre. Mais c'est pas tout, puisqu'il a aussi un différend avec Tim Welch, le coach du champion, puisque d'après lui, lorsque O'Malley et Sterling se sont affrontés, Tim aurait eu des propos irrespectueux envers l'ancien champion et ami et partenaire d'entraînement de Merab. Il estime donc que Welch doit rester à sa place et s'est même dit prêt à se battre avec lui. Bon, je pense que c'est un peu excessif quand même. Et vous savez, hein, lorsqu'il a affronté Henry Cejudo, Merab Dvalishvili avait mis Cejudo au sol et s'était mis à parler avec Dana White et Mark Zuckerberg qui étaient le long de la cage. Alors on lui a demandé, est-ce que si tu mets O'Malley au sol, tu vas parler à son entraîneur? Et il dit oui, je vais lui parler, mais je vais pas parler à Tim Welch, je vais parler à O'Malley. Et si Donald Trump est invité aux côtés de Dana White, et ben je parlerai aussi à Donald Trump. Il dit, je dirais peut-être hello. Bon, ça m'a plutôt fait sourire. Et c'est vrai hein, que O'Malley plusieurs fois a dit qu'il ne voyait pas pourquoi il ne battrait pas Merab alors qu'il a battu Sterling. Donc je rappelle hein, que les deux sont partenaires d'entraînement et qu'ils ont quelques similarités dans l'octogone on pourrait dire. Et le journaliste a donc demandé à Dvalishvili ce qu'il pensait de ça. Et forcément il estime que si Sean pense vraiment ça, il va avoir une grosse surprise dans la cage. Et ajoute que d'après lui, O'Malley a bénéficié d'un early stoppage lors de sa prise de ceinture face à Aljamain Sterling. Alors early stoppage ou pas, ça n'a pas vraiment fait grand bruit, hein. Au début, certaines personnes se sont posé la question, et puis rapidement, tout ça s'est arrêté. En tout cas, moi je pense que Sean O'Malley ne doit pas prendre Merab à la légère, son style de lutteur pourrait lui poser bien des problèmes, mais on aura bien l'occasion d'en reparler d'ici là. Sinon, il a aussi dit que d'après lui, Umar Nurmagomedov était un peu poussé par l'UFC grâce à son cousin, hein, Khabib Nurmagomedov, donc son nom de famille fait grand chose, même s'il reconnaît que c'est un excellent combattant. Et puis il trouve aussi que parfois dans ses déclarations, il manque un peu de respect à lui, mais aussi à Sean O'Malley, qui d'après lui ont fait leurs preuves, contrairement à Umar Nurmagomedov. Toujours chez les poids coqs, Mario Bautista aura l'honneur d'affronter José Aldo à Salt Lake City en octobre prochain. Il s'est dit très honoré d'affronter un si gros nom, surtout que par le passé, son combat contre l'ancien champion Cody Garbrandt était tombé à l'eau. Il explique aussi que quand il a reçu l'appel lui proposant ce combat, il commençait à désespérer. Il avait fait savoir qu'il était prêt à affronter Rob Font, mais n'avait pas eu de retour. Il était donc parti dans l'idée d'accepter n'importe quel adversaire. Cependant, il assure qu'il ne se fera pas manger par l'événement, hein, comme on dit. Il a un énorme respect pour Aldo et tout ce qu'il a accompli, mais explique qu'il a compris très tôt dans sa carrière qu'il fallait impérativement faire la part des choses et ne pas trop admirer les champions, puisqu'un jour ou l'autre, il serait potentiellement amené à les affronter. D'ailleurs, il a beaucoup étudié le style de José Aldo en amont de son dernier combat face à Ricky Simon, parce qu'il voulait s'inspirer de la défense de takedown du Brésilien. Il a été plutôt bien inspiré. Et sinon, hein, pour se pencher un peu sur le combat en lui-même, il se prépare pour la meilleure version de José. Il a dit le José du WEC, hein, pour le citer. Ce sera un combat en 3 rounds. Il compte donc démarrer très fort et imposer son rythme. Le journaliste lui dit qu'est-ce que tu penses de ça? Souvent on dit que quand tu veux percer le top 5 d'une catégorie, si tu mets des KO, c'est toujours mieux. Est-ce que toi tu as pour projet de mettre un KO spectaculaire? Il dit écoute, KO ou pas, ce sera forcément un combat fun pour les fans, puisque José Aldo va y aller de l'avant, moi je vais y aller de l'avant, donc tout le monde va sortir grandi. Et la suite pour moi, si je gagne avec un KO ou pas, tant que le combat est divertissant, ce sera forcément du positif.
On lui a aussi fait remarquer que Salt Lake City était en altitude. Il répond que oui, c'est vrai, mais pas comme Denver, c'est moins haut que Denver, qu'il a la montagne à 1h30 de chez lui et qu'il va donc y aller passer certains week-ends. Il dit voilà, 1h30, c'est pas loin, je pars tout le week-end à la montagne, ça va me permettre de m'acclimater petit à petit. Alors on le sait, hein, il est aussi très proche de l'actuel champion de la catégorie, Sean O'Malley. Le journaliste lui a donc demandé si la façon dont Sean gère sa carrière était inspirante pour lui, son détachement, le fait qu'il n'ait pas l'air de couler sous la pression, etc. Alors il répond qu'en effet ce que fait O'Malley est impressionnant, mais que s'il devenait champion à son tour, il en tirerait quelques leçons forcément, mais n'ayant pas la même personnalité, les choses seraient quand même assez différentes. Et il conclut en disant que sa plus grosse fierté est d'avoir réussi à en arriver là où il est, en venant d'une petite ville paumée du Nevada, comptant environ 10 000 habitants et où personne ne croyait en lui. Il le dit là-bas, personne n'a réussi vraiment à exploser au niveau notoriété. Voilà, tout le monde a un peu la même vie, la vie qui était destinée dès le début, et lui il est très content d'avoir pu casser ça. Et sinon, Kamaru Usman est de retour à l'entraînement, hein. Il nous l'avait teasé il y a quelques jours, mais ça y est, il veut aller rechercher sa ceinture. Il nous a mis un post sur les réseaux sociaux et sur Instagram notamment, où il explique que la route sera longue, mais qu'il est prêt à s'y mettre, et avec le hashtag NUX2, donc 2 fois champion. Écoutez, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Est-ce qu'il a encore tout ça dans le ventre? Je ne sais pas. On risquerait d'avoir la réponse très prochainement, et est-ce que ce sera chez les poids welter ou chez les poids moyens? Personnellement, je penche un peu plus pour les poids welter, mais on verra ce que nous réserve notre ami Kamaru Usman. On a Dustin Poirier qui a retweeté un tweet donc d'un internaute qui disait Poirier Geji 3, Fight Night ou Pay-Per-View, Main Event in Nola. Donc Nola, c'est la Nouvelle-Orléans. C'est la ville, la plus grosse ville proche de Lafayette. Lafayette, c'est la ville de résidence de Dustin Poirier. Et donner à mon ami son homecoming pour son combat de retraite. Donc donnez-lui son combat à la maison. Et Dustin Poirier a retweeté ça. Donc est-ce que Poirier pourra affronter Geji pour la trilogie? Je rappelle que Poirier a gagné le premier combat, Geji le second très récemment pour la BMF. Ils sont à 1 partout. Moi franchement c'est le genre de combat pour lequel je signe tout de suite. 2 vétérans qui s'affrontent, il n'y a rien à dire là-dessus. 2 vétérans surtout qui sont dans le top 5 depuis une paire d'années, donc tout le respect à eux. Vous le savez, depuis quelques temps, c'est la mode des shirts customisés pour les combattants. Et l'UFC 305 ce week-end, ça va être pareil. On a le short que je vous affiche de Dricus du Plessis, le champion, mais aussi celui d'Adesanya. Bon, personnellement, je trouve que pour Adesanya, ils n'ont pas été chercher très loin, très honnêtement, mais celui de Dricus du Plessis aux couleurs de l'Afrique du Sud est plutôt bien trouvé, plutôt bien travaillé. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, je trouve que l'UFC approche, mais il n'y a pas beaucoup d'interviews qui sortent, hein. J'ai fait le tour. On nous ressort des trucs sur les réseaux sociaux, d'anciennes interviews, etc. Alors j'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait une sorte de cérémonie, cérémonie locale en Australie, auquel se sont prêtés les combattants. Et la seule chose qui ressort de ça, c'est Dricus du Plessis qui ne lâche pas Israël Adesanya du regard. Pourtant, il est dans son dos, hein, donc Israël ne le voit pas. Bon, je pense qu'on fait un peu du buzz pour rien. Dommage, je pensais que cette semaine on aurait énormément d'interviews, etc. Écoutez, on n'est que mardi, ça n'a pas encore démarré. Peut-être que pour la suite de la semaine, on sera un peu plus gâté. Sinon, Michael Chandler a fait une petite sortie dans les médias en expliquant qu'il a beaucoup de respect pour Conor McGregor, mais que sa carrière ne dépend pas de ce combat. Il n'a pas besoin d'affronter McGregor pour créer sa légende. Il dit moi je cours ma propre course et je vais continuer à aller de l'avant. J'en suis arrivé à un point où je regarde toutes les options et pas seulement le combat contre Conor McGregor. Il y aura une vie après Conor. Et puis si ce combat n'arrive jamais, c'est pas grave, les choses vont continuer. J'ai l'impression qu'il commence à se faire une raison, Michael Chandler. Moi c'est un combat que je voulais voir, surtout pour récompenser Chandler. On sait qu'il aurait pris de l'argent. Et puis McGregor qui revient, même si j'en attends pas qu'il devienne champion. C'est jamais perdu non plus, ça apporte toujours un certain folklore. J'espère quand même qu'on verra ce combat, surtout depuis le temps que Chandler est sur le banc de touche à attendre. Ce serait un peu dur pour lui quand même. Sinon, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont marre des UFC à l'Apex, hein, donc sans public, c'est la salle de l'UFC. On a eu le droit à ça avec le Covid et maintenant, allez, tous les mois, on a au moins un événement là-bas. Sachez que la salle va fermer à partir du mois de novembre et qu'elle ne va rouvrir qu'à l'été 2025. Ils vont faire des rénovations. Donc les UFC sans public, ça risque d'être terminé, sauf s'ils louent une petite salle dans laquelle il n'y aurait pas de public. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais peut-être qu'on est parti là pour quasiment 1 an d'UFC avec des salles pleines à craquer, avec de l'ambiance. Au début, c'était drôle d'entendre les coups claquer, d'entendre les coachs parler, etc. Puis à l'époque du Covid, il n'y avait que l'UFC comme sport. Donc c'était... On se satisfaisait du peu qu'on avait. Là, on a envie que ça change un peu. Et sinon, on va finir avec une petite stat concernant Israël Adesanya. Ce sera son 12e combat consécutif pour un titre. Franchement, c'est énorme de la part d'Adesanya.
Il rejoint notamment Georges Saint-Pierre et Amanda Nunes. Devant lui, on a Demetrius Johnson avec 13 et John Jones avec 16. Voilà, là c'est vraiment c'est le mur des légendes. Donc félicitations Israël Adesanya, on espère pour lui que ce sera une victoire. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la minute auditeur. Et je commence cette minute auditeur avec Ares Abyss qui me dit « Très bon combat Kazama contre Grigoriou, dommage pour Grigoriou car c'était un membre du Syndicate, il s'entraîne dans la même salle que Merab et il y avait Aljo dans son coin, mais le japonais est revenu en force à la fin et il manque des japonais dans le top 15 UFC, donc plutôt bon et le style du japonais est fun à regarder. » Ouais, je suis d'accord, c'était un bon combat, moi j'étais content de voir ça, surtout qu'au deuxième round ça aurait pu partir d'un côté comme de l'autre, et oui, il n'y a pas beaucoup de japonais dans le top 15 à l'UFC, dans le top des combattants, il n'y en a pas énorme. Alors on a notre ami, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez, mais chez les flyweight, qui commence à faire parler de lui, donc est-ce que c'est le retour des japonais à l'UFC? Peut-être pas pour tout de suite, mais on en a un qui pourrait avoir sa chance à la ceinture, peut-être très prochainement. Sinon, j'ai Lixicode qui me dit je vais te poser une question peu ordinaire. Est-ce que tu as le jeu UFC 5 ? Et du coup, je me suis dit, c'est le moment de parler un peu jeux vidéo s'il y a des joueurs parmi vous. Alors, UFC 5, je ne l'ai pas. J'ai beaucoup joué aux UFC par le passé. En 2016-2017, je jouais beaucoup. J'ai un peu lâché. Et je te disais quelque chose, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il y a tellement de techniques dans le MMA que c'est dur de proposer une pure simulation. C'est-à-dire, par exemple, en défense, ne bloquer que les low kicks, ne bloquer que le corps, ne bloquer que la tête, etc. Tu es obligé d'avoir un jeu qui soit un peu arcade, alors que les jeux de boxe anglaise, t'as que 3 coups de poing. Donc avec toutes les touches de la manette, tu peux vraiment te rapprocher de quelque chose de très réel. Et là, il y a le jeu Undisputed qui est disponible que sur PC pour l'instant. Je crois que c'est une version bêta ou alpha. Il risquerait de sortir sur console prochainement. Et j'avais entendu dire que eSport allait sortir un nouveau Fight Night. Donc là, peut-être que je me laisserai tenter. Et puis sinon, on a aussi Patrick qui m'a laissé un message, ça faisait longtemps, ça m'a fait plaisir. Tu me dis, Jones a annoncé prendre sa retraite, et si on se met à sa place, prendre des risques avec sa longue carrière peut nuire à son invincibilité, à moins que l'argent soit au rendez-vous entre ces deux combattants avec le plus grand prize money de l'histoire du MMA. Donc tu parlais de Jones contre Ngannou. Bah, c'est vrai que moi, s'il prend sa retraite, John Jones, je suis déçu parce que je veux le voir affronter Ngannou, mais ce sera pas volé, ce sera bien mérité, franchement. Il aura mouillé le maillot, comme on dit, mais c'est vrai que là, plus il avance dans le temps, plus il risque de perdre et de nuire à son image. Je ne pense pas qu'il prendra trop de risques. Maintenant, un combat contre Ngannou, j'ai vraiment envie de le voir, c'est très risqué, bien sûr. Mais voilà, je pense que s'il battait Ngannou, il arrêterait après, ou peut-être s'il battait Aspinal. Le premier combat que j'ai envie de voir maintenant, moi, c'est Jones-Aspinal. Et Jones-Ngannou, j'ai envie de le voir en second, sauf si Jones perd contre Aspinal, je voudrais voir Aspinal contre Ngannou, à condition que Ngannou batte Ferreira, bien sûr. Imaginez si Ferreira bat Ngannou, tout le monde va nous envoyer Ferreira à l'UFC, je sais pas du tout ce que ça donnerait. Dana White se frotterait les mains en disant, bah vous voyez, Ngannou il est parti, de toute façon c'est pas le meilleur au monde. Donc écoutez, l'avenir peut être plein de rebondissements chez les poids lourds. C'était tout pour aujourd'hui, pensez à liker, vous abonner, en parler autour de vous, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve très prochainement, salut!